En ce jour du 35 mai, l'oncle Rigelhout ne pouvait s'étonner de rien. Si ce qui lui arriva ce jour-là s'était produit une semaine plus tôt, il aurait sûrement pensé que la terre, ou lui-même, ne tournait plus rond. Mais un 35 mai, on doit s'attendre à tout. Ce 35 mai tombait un jeudi. L'oncle Rigelhout, qui attendait ce jour-là la visite de son neveu Conrad, était allé à sa rencontre. Ils marchaient donc l'un à côté de l'autre dans la rue du Rempart. Conrad avait l'air préoccupé, mais l'oncle ne s'en était pas aperçu et songeait avec délice au bon déjeuner qui les attendait. Il faut que je vous donne quelques précisions d'ordre familial avant de vous raconter la suite de mon histoire. Voilà. L'oncle Rigelhout, pharmacien de son état, était le frère du père de Conrad. Il ne s'était jamais marié. Il vivait tout seul, et c'est pour cela qu'il passait tous les jeudis en compagnie de son neveu. Ils prenaient alors leur repas de midi ensemble. Ils bavardaient gaiement, puis ils goûtaient, et Conrad ne retrouvait ses parents que le soir. Ces jeudis étaient très amusants. L'oncle Rigelhout, n'étant pas marié, n'avait donc pas la femme qui aurait pu leur préparer un déjeuner. Et il n'avait pas non plus de domestique. C'est la raison pour laquelle Conrad et lui ne mangeaient que des choses bizarres le jeudi. Parfois du jambon fumé nappé de crème à la vanille, ou des biscuits au fromage accompagnés de compote de pommes, ou de la tarte aux cerises avec de la moutarde anglaise. Il préférait la moutarde anglaise à la moutarde allemande, parce que l'anglaise est très forte et qu'elle pique comme si on avait la bouche pleine d'épingles. Puis, lorsque la moutarde leur montait au nez et qu'ils se sentaient un peu écœurés, ils se mettaient à la fenêtre et riaient tellement que les voisins pensaient « Ce pauvre monsieur Rigelhout et son neveu sont devenus complètement fous. » Mais revenons à notre histoire. Ils marchaient donc dans la rue du Rempart et l'oncle demandait « Pourquoi fais-tu de cette tête-là » lorsqu'il se sentit tiré par le pan de son veston. Ils se retournèrent tous les deux et virent un grand cheval noir qui leur demanda très poliment « Vous n'auriez pas un morceau de sucre par hasard ?» Conrad et son oncle secouèrent négativement la tête. « Alors, excusez-moi de vous avoir dérangé !» dit le cheval en soulevant son chapeau de paille. Et il fit mine de s'en aller. Mais l'oncle Rigelhout porta la main à sa poche et proposa « Puis-je vous offrir une cigarette à défaut de sucre ?»« Non, merci, » répondit le cheval d'un air triste. « Je ne fume pas, ça me fait tousser. » Il s'inclina cérémonieusement et trotta vers la place Albert, où il s'arrêta, la langue pendante devant la vitrine d'un épicier. « Pauvre vieux, » dit l'oncle en observant le cheval. Il a sûrement faim. Nous aurions dû l'inviter à déjeuner. Puis, regardant son neveu de travers, il lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, Conrad ? Tu n'as pas l'air de m'écouter. »« J'ai une rédaction à faire sur les mers du Sud. »« Sur les mers du Sud ?» s'exclama l'oncle. « Quelle horreur !»« Oui, » gémit Conrad. « C'est le sujet que le maître a donné à tous ceux qui sont forts en calcul, parce qu'il dit que nous n'avons pas d'imagination. Les autres doivent décrire la construction d'un immeuble de 4 étages. C'est enfantin à côté des mers du Sud. Voilà ce qui nous tombe dessus à nous qui sommes bons en calcul. »« C'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'imagination, mon petit, » convint l'oncle Rigelhout. « Mais tu as la chance de m'avoir pour oncle, et tout n'est pas perdu. Ton maître sera bien étonné, car nous allons lui faire des mers du Sud une description qu'il n'est pas prêt d'oublier. » Alors, un pied dans le caniveau et l'autre sur le trottoir, l'oncle se mit à boiter comiquement aux côtés de son neveu que cette pitrerie amusa beaucoup. Un peu plus loin, toujours clopin-clopant, l'oncle salua un passant et dit à Conrad, à peine l'homme s'était-il éloigné, « Sa perlibobette, c'était le percepteur. » Le garçon pouffa de rire, comme si on le chatouillait. Aussitôt arrivés dans l'appartement de l'oncle, ils se mirent à table. Ils commencèrent leur repas par des beignets au lardon,
bientôt suivi d'une salade de museau de bœuf arrosée de sirop de groseille. « Les Spartiates se nourrissaient bien de soupe au sang, » affirma l'oncle. « Est-ce que ce repas te plaît, mon garçon ?»« Terriblement, » répondit Conrad. « Tu sais, il faut se blinder l'estomac, » continua l'oncle. « Quand je faisais mon service militaire, on nous donnait des nouilles avec du hareng, et quand j'étais pensionnaire au collège, du riz accommodé à la saccharine. Qui sait ce qui t'attend lorsque tu seras grand ? Alors mange, mon ami, et fabrique-toi un estomac à toute épreuve. » Et il arrosa l'assiette de Conrad avec une nouvelle cuillerée de sirop de groseille. Leur déjeuner terminé, ils allèrent se mettre à la fenêtre. Ils s'attendaient à être un peu écœurés, mais comme rien ne se produisit au bout d'un quart d'heure, ils décidèrent de faire un peu de gymnastique. L'oncle hissa le neveu sur la grande bibliothèque et Conrad fit aussitôt le poirier. « Minute !» dit Rigelhout. « Reste un moment la tête en bas. » Il disparut dans la chambre à coucher et en rapporta son édredon qu'il plaça devant la bibliothèque. Puis il commanda « Vas-y !» Conrad sauta de l'armoire et tomba en souplesse sur l'édredon. « Splendide !» s'exclama l'oncle. Il prit un peu d'élan et bondit, jambes écartées, par-dessus la table tout en sifflant. À peine avait-il atterri qu'ils entendirent à l'étage inférieur un bruit sourd suivi d'un cliquetis terrifiant. « Oh, je crois que c'était le lustre des Mühlberg !» dit l'oncle, effaré. Ils attendirent quelques minutes, mais personne ne vint sonner à leur porte. « Les Mühlberg ne sont sans doute pas chez eux », émit Conrad. C'est alors qu'on sonna. Le garçon se précipita vers la porte, l'entr'ouvrit et revint tout pâle. « C'est le cheval noir !» murmura-t-il. « Qu'il entre !» ordonna l'oncle Rigelhout. Le neveu introduisit le visiteur, puis referma la porte. Le cheval souleva son chapeau de paille en disant « Je ne vous dérange pas, j'espère. »« Pas le moins du monde !» s'écria l'oncle. « Asseyez-vous, je vous prie. »« J'aime mieux rester debout, » répondit le cheval. « Ne prenez pas cela comme une impolitesse de ma part, mais nous autres chevaux, nous ne sommes pas bâtis de façon à nous asseoir commodément. »« À votre aise, » dit l'oncle. « Puis-je savoir ce qui nous vaut l'honneur de votre visite ?» Le cheval les regarda tous les deux de ses grands yeux sérieux et expliqua l'air embarrassé. « Vous m'avez été très sympathique dès que je vous ai vu. »« Vous aussi, » répliqua Conrad en souriant. « Avez-vous encore envie de sucre ?» Et sans attendre la réponse, il courut dans la cuisine et en rapporta le sucrier. Il posa alors un morceau de sucre après l'autre sur la paume de sa main, et le cheval en engloutit ainsi environ un demi-livre sans reprendre haleine. Puis il respira, l'air soulagé, et avoua. « Il était temps, par ma crinière, merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Negro Caballo. J'étais engagé par le cirque Sarrazani pour un numéro de patin à roulettes, mais j'ai été congédié. Et je suis en chômage depuis la fin du mois d'avril. Mais oui, soupira l'oncle Rigelhout, il en est des chevaux comme des hommes. Ah, ces satanées automobiles, continua Negro Caballo. Elles sont la cause de notre perte. Imaginez-vous que je pensais me faire embaucher comme cheval de fiacre, bien que je sois diplômé du lycée hippique. Mais le secrétaire général du syndicat des chevaux de fiacre n'a même pas pu me trouver d'emploi. Et pourtant, c'est un personnage très influent. Quand je pense que cette espèce de chameau roule lui-même en auto, dans ces conditions, il ne faut plus s'étonner de rien, reconnut l'oncle Rigelhout en hochant la tête. Je vous trouve de plus en plus sympathique, dit le cheval ému, et de son sabot gauche, il le gratifia d'une vigoureuse bourrade. Aïe! Hurla Rigelhout. Conrad menaça le cheval du doigt. Ne m'abîmez pas, mon oncle, s'écria-t-il, ou vous aurez affaire à moi. L'animal retroussa sa lèvre supérieure, montrant ainsi ses grandes dents, et se mit à rire sous cape. Puis il se confondit en excuses,
assurant qu'il n'avait pas eu de mauvaises intentions. « C'est bon, » grommela Rigelhout en se frictionnant la clavicule. « Mais soyez un peu plus prudent la prochaine fois, cher ami. Je ne suis pas un cheval, moi. »« Oh, je vous promets de faire attention, » dit le cheval. « Aussi vrai que je suis champion international de patin à roulettes, catégorie quadrupède. » Puis ils se mirent tous les trois à la fenêtre, mais le cheval, pris de vertige, devint blanc de frayeur et ferma les paupières pour ne plus voir la rue. Conrad lui dit alors qu'il devrait avoir honte, et il ouvrit lentement les yeux. « Ne dégringolez pas par la fenêtre, » lui recommanda Rigelhout. « Si un cheval tombé de mon appartement s'étalait dans la rue Johann Mayer, ça ferait vraiment toute une histoire. »« Vous savez, » répondit Negro Caballo, « nous autres chevaux, nous avons rarement l'occasion d'admirer le paysage du haut d'un 3e étage. » Mais ça va déjà mieux. Et maintenant, vous seriez bien gentil de me faire une petite place entre vous deux. Prudence et mère de sûreté. Le cheval se plaça donc entre l'oncle et le neveu, passa sa tête par la fenêtre et se mit aussitôt à dévorer jusqu'à la racine 2 fuchsias et un bégonia parmi les fleurs qui ornaient le balcon du voisin. Et comme il était gentil, il épargna les pots. On entendit tout à coup un bruit épouvantable dans la rue. Un petit homme grassouillet se démenait tant et plus, piétinait le sol de ses courtes jambes et criait comme si on l'écorchait. « C'est inadmissible !» clamait-il. « Faites immédiatement rentrer ce cheval. Vous n'avez donc pas lu le règlement de l'immeuble? Vous ne savez pas qu'il est interdit d'introduire des chevaux dans les appartements ?»« Qui est ce bonhomme ?» demanda Conrad. « Oh, ce n'est que mon propriétaire, » répondit l'oncle Rigelhout. « Il s'appelle Clemens Waffelbruch. »« Vous devriez avoir honte !» glapissait le petit gros. « Vous rembourserez, monsieur Lehmann, les fleurs que votre bourrique s'est illégalement appropriées pour les manger, compris ?» Un frisson parcourut la robe noire du cheval. « Ah non, il ne supporterait pas qu'on l'insulte !» Il attrapa l'un des pots de fleurs qu'il avait vidé et le laissa tomber dans la rue. Le pot traversa l'air en sifflant et s'abattit en plein sur le chapeau melon du propriétaire qui continuait à s'égosiller. Clemens Waffelbruch fléchit les genoux et se tut, stupéfait, puis, levant les yeux vers la fenêtre du 3e étage, il ôta son chapeau aplati et dit en tremblant « Excusez-moi », puis il se précipita à l'intérieur de la maison. « Ouh, si ce bonhomme n'était pas parti, » déclara le cheval, « je lui aurais jeté tous les pots de fleurs l'un après l'autre. » Oui, mais cela m'aurait quand même coûté un peu trop cher, remarqua l'oncle Rigelhout. Nous ferions bien de rentrer dans l'appartement. Negro Caballo hennissait de joie. Ils décidèrent de s'asseoir pour jouer au jeu des écrivains, et l'on distribua les cartes. Le cheval gagnait à tous les coups. Il connaissait les noms de tous les écrivains classiques et les titres de leurs œuvres. L'oncle Rigelhout, en revanche, perdait tant et plus. En sa qualité de pharmacien, il savait de quelles maladies les écrivains célèbres avaient souffert, quels remèdes les avaient guéris et quelles avaient été les causes de leur mort. Mais il avait complètement oublié ce qu'ils avaient écrit. Chose inimaginable, il croyait dur comme fer que le chant de la cloche de Schiller était de Goethe. Conrad se leva tout à coup, jeta ses cartes sur la table, se précipita vers la bibliothèque, en ouvrit violemment la porte, saisit un gros livre qui se trouvait sur l'étagère la plus élevée, s'assit sur le tapis et se mit à le feuilleter avec fièvre. « Nous ne voudrions pas être indiscrets, » dit l'oncle, « mais peut-être pourrais-tu nous expliquer pour quelle raison tu nous laisses tomber en quittant subitement la table. D'ailleurs, il me manque juste le nom d'une comédie écrite par Gotthold Ephraim Lessing. Je me souviens seulement que la femme de Lessing, une certaine Eva König, mourut peu de temps après la naissance de son enfant, que l'enfant mourut quelques jours plus tard et que Lessing lui-même ne leur survécut pas longtemps. »« Oh, l'histoire que vous nous contez là ne ressemble pas exactement à une comédie, » ironisa le cheval. Puis il approcha ses naseaux de l'oreille de Rigelhout et lui souffla très bas. « La pièce de Lessing s'appelle Mina von Barnhelm. » L'oncle irrité frappa du poing sur la table. « Non, vous dis-je, cette dame s'appelait Eva König et pas Marie von Barnett. »«
« Ouh, c'est exaspérant !» gronda le cheval. « Mina von Barnhem n'est pas le nom de la femme de Lessing, c'est le titre de sa comédie. »« Ah bon ?» s'écria Régelhout. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? Conrad, donne-moi donc la carte de Mary von Barnet. » Mais Conrad persista, assis sur le tapis, à feuilleter son livre en silence. Régelhout alors demanda à son singulier invité « Pourriez-vous décocher un bon coup de sabot sur le fond de culotte de monsieur mon neveu ?» Le cheval trotta vers Conrad et le souleva en saisissant le col de sa veste entre ses dents. Mais Conrad ne se rendit absolument pas compte qu'il n'était plus assis sur le tapis. Et il continua à parcourir son gros livre avec beaucoup d'attention, comme si de rien n'était. « J'arrive pas à mettre la main dessus, » dit-il soudain. « Sur qui ?» interrogea Régelhout. « Sur Marinette Barnum ?»« Mais non, » répondit Conrad, « sur les mers du Sud. »« Ouh, les mers du Sud !» s'écria le cheval étonné. Mais comme il était obligé de desserrer les dents pour parler, il laissa tomber Conrad à grand fracas sur le parquet. « Heureusement que le lustre des Mühlberg s'est déjà décroché, » observa l'oncle en se frottant les mains d'un air satisfait. « Mais comment allons-nous nous débrouiller avec ces mers du Sud ?» S'adressant alors au cheval, il expliqua. « Mon neveu doit rendre demain une rédaction sur les mers du Sud. »« Ouais, parce que je suis bon en calcul, » ajouta Conrad, mécontent. Le cheval réfléchit un moment, puis demanda si l'oncle avait du temps libre dans l'après-midi. « Bien sûr, » répondit Régelhout. « Le jeudi, je n'assure que le service de nuit de ma pharmacie. »« Ouh, parfait !» s'écria Negro Cavallo. « Alors, courons-y vite. »« À la pharmacie !» s'exclamèrent Conrad et son oncle comme un seul homme. « Mais non !» répliqua le cheval. « Dans les mers du Sud, bien sûr !» Puis il demanda « Est-ce que je peux téléphoner ?» L'oncle Régelhout acquiesça d'un signe de tête. Le cheval se dirigea alors vers le téléphone, décrocha le combiné, composa un numéro et interrogea. « Allô, c'est bien l'agence de voyage des chevaux de cirque ? Je voudrais parler à Borinsky, s'il vous plaît. Ah, c'est vous. Bonjour, comment ça va ? Votre crinière se fait-elle de plus en plus grise ? Que voulez-vous, nous ne sommes plus de la première jeunesse. Bon, écoutez-moi. Quel est le plus court chemin pour les mers du Sud ? Je voudrais être de retour ce soir. C'est difficile ? Allons, Borinsky, ne faites pas tant d'histoire. Où suis-je ? Au 13 de la rue Johann Mayer. C'est quelqu'un que je ne connais bien. Monsieur Régelhout. Quoi ? Ah, c'est absolument extraordinaire. 1000 fois merci, mon vieux. Le cheval hennit 3 fois dans le téléphone pour prendre congé, raccrocha, se tourna vers Régelhout et lui demanda « Y a-t-il une grande armoire sculptée sur votre palier ? En principe, c'est une armoire du XVe siècle. » « Et si elle y est, répondit Régelhout, quel rapport peut-elle bien avoir avec les mers du Sud et votre ami Borinsky ? Il nous faudrait entrer dans cette armoire, puis continuer toujours tout droit, expliqua le cheval. 2 petites heures nous suffiraient pour atteindre les mers du Sud. Je ne trouve pas la plaisanterie très drôle, dit l'oncle Régelhout. Mais Conrad courut comme un fou sur le palier, ouvrit la porte grassante de la vieille armoire qui se trouvait là, s'y engouffra et disparut. « Conrad !» appela son oncle. « Conrad, viens ici, petit sacripant !» Le neveu ne donna pas signe de vie. « Mais je deviens fou !» s'exclama l'oncle. « Pourquoi ce polisson ne répond-il pas ?»« Il doit être déjà en route !» précisa le cheval. Il fut alors impossible à Régelhout de se retenir. Il sortit de l'appartement, fonça vers l'armoire, jeta un coup d'œil à l'intérieur et s'écria « Ma parole, cette armoire n'a pas de fond !» Le cheval, qui l'avait suivi, lui dit d'un air de reproche « En doutiez-vous ? Allez-y, entrez !»« Après vous, » décida l'oncle Régelhout, « vous êtes chez moi. » Le cheval posa ses pattes de devant dans l'armoire, et Régelhout se mit à le pousser de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis l'oncle, gémissant, pénétra dans l'armoire à sa suite
et dit d'un ton catastrophé: « Ça commence bien. »